lancer de temps en Pas de temps. problème, j'essaie de suivre. Ça fait tellement longtemps, donc j'essaye. Euh, c'est deux, trois questions seulement. Ok. J'ai, je suis un peu perdue avec mon travail parce que ce que j'ai remarqué quand j'ai commencé mes recherches, ce que j'ai appris, ça n'a rien à voir avec ce que je pensais au début. Donc là, j'ai un problème même avec mon superviseur. Donc, je ne sais pas vraiment comment elle va prendre ça. Je suis obligée d'altérer quelques questions. Donc, je vais vous demander simplement de vous, je vais vous tutoyer, tutoyer, vous voyez, comme ça sera un peu plus formel, parce que je vais faire le subtitle. Bien sûr. Ouais. Donc, vous allez juste vous présenter, vous êtes galeriste, et, le nom de votre galerie, et je suis en train d'explorer le concept de rendre digital la collection de l'art congolais. Beaucoup plus. Je voulais prendre en Afrique, mais c'est un peu plus vaste. Donc juste digitaliser l'art congolais, primitif, l'art moderne, l'art contemporain. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de livres. Parce que quand je suis partie sur l'avenue des Sables Blancs, je suis passée à la librairie Vasco, je suis partie voir Monsieur Renaud, comme ça par hasard. J'ai vu qu'il se concentre beaucoup sur l'art primitif congolais. Donc je me suis rendu compte qu'il y a vraiment beaucoup d'informations sur l'art congolais, surtout l'art primitif et tout, mais il n'est pas centré. Donc les recherches, il faut qu'elles soient approfondies. Donc mon idée, c'est emmener tout à un même endroit où vous avez vous avez la galerie Didier Classe, il y a des links, il y a des liens, il y a des livres, et voilà quoi, c'est beaucoup plus pour éduquer la jeunesse congolaise, quoi, la jeunesse de demain. Donc c'est un peu ça. Donc je vais poser deux, trois questions par rapport à ça. Ici, donc, si vous pouvez vous présenter. Ben voilà, je m'appelle Didier Classe, je suis donc marchand en art d'Afrique noire, spécialisé dans l'art du Congo. Et j'ai ma galerie qui est située à Excel, dans un quartier qui est dédié à l'art contemporain et à l'art moderne. Donc c'est un renouveau pour moi, puisqu'après 17 ans de galerie passée au Salon, dans le quartier qui était assez le centre névralgique pour l'art africain, je me suis déplacé dans une nouvelle atmosphère dans laquelle je vous accueille aujourd'hui dans ma galerie qui porte mon nom. Ok. Et vous avez dit, ça fait combien de temps que vous êtes galériste? Ben, ça fait 22 ans que je fais ce métier, exactement, mais j'ai 17 ans de galerie. Donc, j'ai commencé d'abord par du travail que je dirais de porte-à-porte, plus ou moins, ou le travail de recherche, parce que j'ai commencé mes premières aventures sur l'art africain en repartant sur le continent, donc au Congo, essayer de trouver des pièces. Mais j'ai commencé vraiment le métier de galeriste comme tel depuis 17 années maintenant. Ok. Et vous pensez que par rapport à votre expérience, il y a assez d'informations en parlant du monde digital? Vous pensez qu'il y a assez d'informations sur l'art congolais, en fait, il y a assez d'informations du point de vue mondial? Ben, c'est très difficile à dire parce que la reconnaissance déjà de l'art africain et n'est pas très ancien si on regarde vraiment la reconnaissance de l'art en général. Et si on doit repartir même, je dirais, par les premiers ouvrages, parce qu'il faut voir un peu quand on commençait les premiers ouvrages, je crois qu'au début du siècle, il devait avoir, je dirais, je n'ai pas compté, mais peut-être une dizaine d'ouvrages, au grand maximum, qui parlaient de l'art africain. Il y a eu un grand vide, et puis je peux penser que plus ou moins avec la découverte de certaines grandes tendances artistiques, que dans les années 60, 70, hein, 70, 80, il y a eu peut-être, voire centaines d'ouvrages en plus. Et depuis lors à aujourd'hui, il y a des milliers d'ouvrages quand même. Donc il y a eu quand même ces 40 dernières années, on est passé du début du siècle à une dizaine d'ouvrages, enfin peut-être plus, mais plus ou moins, à une centaine d'ouvrages 40, 30, 40 ans plus tard. Et aujourd'hui, on a quand même plusieurs milliers d'ouvrages uniquement dédiés à l'art africain. C'est quand même pas mal parce qu'effectivement, on a dû aussi vivre toutes les sorties des pièces, puisqu'il fallait, pour pouvoir parler de manière spécialisée sur certaines tribus ou sur certaines tendances sculpturales, d'avoir un palmarès de tout ça, un panorama de toutes les pièces qui sont sorties. Et comme il y a beaucoup d'objets qui sont sortis après les indépendances aussi, parce qu'il y a eu les grandes vagues de sorties au début du siècle, qui sont sorties par
les colonisateurs, par les jésuites, par les explorateurs, enfin toute cette masse de pièces qui sont sorties entre la découverte de tous ces territoires jusqu'à l'indépendance. Et puis il y a eu après les indépendances, surtout dû à certaines guerres tribales, que pour parler du Congo, il y a eu des grandes vagues de sorties de pièces dans certains territoires, comme chez les Mba, chez les Songé, où il y a eu des pièces qui n'étaient pas connues au début du siècle, qui sont sorties un demi-siècle plus tard, parce que ces tribus étaient encore très protectrices de certaines de leurs pièces. Donc pour pouvoir avoir une idée du panorama des pièces qu'il peut avoir sur le marché, il fallait que presque toutes ces pièces soient sorties, ce qui était le cas quand même pour le Congo. Et donc là, on a pu avoir une idée un petit peu de ce qu'il y avait sur le marché. Et encore aujourd'hui, par exemple, sur une ethnie qui est l'ethnie des Songé, qui est une des plus grandes ethnies du Congo, le véritable ouvrage sur cette tribu n'est sorti qu'il y a un peu moins de 10 ans. Donc c'est pour dire, il y a encore aujourd'hui des grandes ethnies du Congo qui n'ont pas encore d'ouvrage dédié vraiment, mais c'est des choses qui se font tout doucement. Mais on a quand même des banques de données, il y a quand même des banques de données qui réunissent quand même le maximum de pièces, parce qu'il faut aussi, pour parler de digitalisation, on est dans un monde aujourd'hui digital où la photographie est plus simple, où la communication est plus simple, où effectivement l'archivage est plus simple. Donc c'est vrai qu'on arrive de plus en plus dans ça. Et il existe des sites qui sont, comme le site de Yale University, euh, qui a pu répertorier quand même un bon nombre important de pièces. Mais au bas mot, je pourrais dire qu'on est certainement à peut-être encore que 20% de l'ensemble des pièces qui sont, qui sont connues, mais aussi parce qu'on ne peut pas répertorier toutes les pièces, parce qu'il y a des pièces qui sont malheureusement, tristement pour elles, des pièces minimes, qui ne sont pas des pièces qui ont une valeur sur le marché ou qui ont même une valeur sculpturale, puisque ce n'est pas toutes les œuvres d'art qui sont d'une fracture de sculpture remarquable. Toutes les pièces ne sont pas des chefs-d'œuvre, toutes les pièces ne sont pas des belles pièces, et il y a des pièces qui sont des pièces aussi qui sont qu'on parle d'objets qui sont d'objets de sculpteurs, donc tous les sculpteurs n'étaient pas des grands maîtres. Il y a des pièces qui ne sont pas des pièces de qualité sculpturale, et donc il serait impossible de pouvoir identifier toutes les pièces. On essaie d'identifier les pièces majeures, les pièces de qualité, les pièces appartenant à des musées ou à dans de collection, ou en tout cas se baser sur des principes d'une pièce qui pourrait répondre ou à des qualités sculpturales ou à des qualités historiques. Parce que les pièces aussi qui font partie du patrimoine ou de l'histoire ont une importance. Ok, merci. Et voilà, vous avez parlé de l'université de Yale, et j'ai juste appris ça hier en fait. Donc, c'est un peu pour dire que il y a des gens qui travaillent dessus, mais est-ce que vous pensez que si les autres personnes se mettent à digitaliser l'art congolais, vous pensez qu'ils le feront au point où ça profitera non seulement à la jeunesse congolaise, mais au futur aussi, surtout du point de vue éducation, ou sinon ils le font beaucoup plus du point de vue commercial? Ben, le problème, c'est qu'on est toujours souvent dirigé par le commercial. Bien sûr. Ça, c'est un peu ça qui dirige, hein. Mais moi qui m'engage beaucoup à ce que l'art africain soit connu un peu plus, alors c'est pas péjoratif ce que je dis, parce que beaucoup peuvent aussi me contredire, mais bon, je ne pense pas qu'on y ait des tellement grands efforts pour que notre art traditionnel soit vraiment connu, reconnu au point de vue universitaire ou au point de vue écologique. Donc je pense vraiment qu'il y a tout un travail à faire à ça pour que l'art traditionnel soit inscrit dans les manuels scolaires. Alors je parle sans avoir une maîtrise du sujet, en parlant du Congo sur place, en tout cas, puisqu'on parle que du Congo, mais dans tout cas de moi qui ai grandi au Congo et qui a eu ma scolarité à Kinshasa, je n'ai pas de souvenir de manuel scolaire qui parlait des traditions africaines, en tout cas à proprement dit. Donc, à moins que c'est changé depuis 20 ans, mais moi personnellement je n'ai pas vécu. Donc j'ai des doutes que c'est changé à ce niveau aujourd'hui. Donc il y a vraiment un travail à faire. Et c'est vrai qu'il faut rappeler quand même que les pièces, les sculptures africaines, au-delà de ce qu'on peut penser, parce qu'on a toujours l'idée de penser que du fétiche et que de la pièce qui représente des pouvoirs, on n'est totalement pas uniquement dans ça, parce que c'est une partie, mais on est face à des représentations de toute l'histoire d'un patrimoine. Enfin, représentation d'un patrimoine qui est toute la représentation d'une histoire, d'un peuple, d'une région et d'une civilisation. Et donc, je pense que c'est primordial, effectivement, de pouvoir instruire ça, comme en Europe, on instruit l'histoire de l'art et on parle de l'histoire des royaumes et l'histoire des peuplades. Et je pense qu'en Afrique, on doit absolument on doit enlever l'héritage colonial qui nous a en fait amputé de ça.
puisque on nous a inculqué des valeurs qui n'étaient pas enfin des valeurs certes, mais une histoire qui n'était pas nécessairement la nôtre. Maintenant, en partant de l'art primitif jusqu'à l'art moderne, nous savons que nous avons au Congo, nous avons des milliers et des milliers d'artistes, mais aussi on se retrouve devant le même problème où la majorité sont exploités par les collecteurs internationaux et tout. Et vous pensez que si on essaye de rendre digital le travail, l'art congolais, l'art primitif, l'art contemporain, les nouveaux artistes qui naissent tous les jours, les artistes qui ne sont pas passés par exemple par l'Académie de Beaux-Arts, les artistes au marché des œuvres d'art au Congo par exemple, vous pensez que ça va profiter parce qu'on est en train, on voit le futur de l'éducation, parce qu'on a l'impression qu'on est beaucoup plus focalisé sur ce qui s'est passé généralement dans la politique et tout. On oublie qu'il y a eu beaucoup de trucs qui se sont passés avant la colonisation jusqu'à ce que là où on est maintenant. Est-ce que vous pensez que c'est possible de commencer à l'art primitif jusqu'aujourd'hui et de faire une chaîne d'information? Quand j'ai dit une chaîne, donc une banque d'information qui sera éducative, qui va aussi profiter, qui va valoriser l'art congolais? Tout ce qui peut être fait pour valoriser l'art congolais est à prendre. Maintenant, je doute que la digitalisation puisse apporter quelque chose de manière directe. On a un problème de reconnaissance, mais je pense, là on rentre dans un autre débat, je pense que pour que nos artistes, et c'est pas valable que pour le Congo, hein, même en Belgique ici, je veux dire que la plupart des artistes belges ont souffert du manque en fait d'enthousiasme de la part surtout des politiques. En fait, c'est une histoire, c'est assez vrai, mais pour sensibiliser le monde au fait, il faut qu'il y ait une volonté politique. Et ce n'est pas qu'une histoire que du Congo. C'est-à-dire que nous devons être fiers de nos artistes et nous devons effectivement promouvoir cet art. Et la manière de promouvoir cet art, c'est justement pouvoir avoir des institutions publiques. Ces institutions publiques qui font la force de nos artistes et de notre patrimoine artistique. Aujourd'hui, si l'art africain a sa valeur marchande aujourd'hui en Europe, c'est grâce aussi au musée qui a eu, c'est grâce à l'évolution du musée du Quai Branly à Paris, qui a fait que l'entrée de l'art africain au musée du Louvre, c'était une reconnaissance. Et quand une institution publique reconnaît un art par ses anthropologues, par tous ceux qui font en fait l'administration d'une culture, les gens autour de ça commercialement prennent confiance parce que bon, c'est une réalité. Il ne faut pas se voiler la face. L'art, c'est aussi comme un marché boursier. Il y a des cotes. Et que si une action boursière est soutenue par l'État, c'est une action qui fera confiance aux acheteurs et aux investisseurs. Donc si au Congo aujourd'hui, pour ne parler que du Congo, il faut que nos artistes en fait, soient soutenus par nos politiques, ben là, c'est là que ça commencera. Et ça commence évidemment par une institution publique, par des musées, où des collections peuvent être acquises, ou que certains artistes peut-être offriront même certaines pièces à des musées, des grandes expositions. Et alors là, par contre, quand vous revenez sur la digitalisation, ce qui est magnifique, c'est que la digitalisation dans cette mondialisation permet aujourd'hui ce que tout peut être regardé à travers le monde. Donc on n'aura plus besoin de venir nécessairement au Congo pour découvrir les artistes. Donc si demain, ils sont en train de construire un grand musée, je ne sais pas exactement quelle sera la finition de ce musée au niveau de la collection qui sera présentée à Kinshasa, la musique est montrée par les Coréens. Mais si dans ce musée, tous nos artistes sont représentés avec des expositions thématiques, on n'a plus besoin aujourd'hui d'avoir des livres, des catalogues, et que ça est disponible sur le monde web, dans le monde entier, ça va certainement les faire connaître au moins. Parce que tout le monde n'est pas apte à pouvoir venir découvrir les artistes dans les faubourgs de Kinshasa. Mais grâce à la digitalisation, comme vous dites, ça peut, mais ça ne fonctionnera pas avant le reste. Il faut vraiment, tout est une question de volonté politique. Et le autre problème, c'est ça, c'est même avec, on parle de nos artistes contemporains parce qu'on parle de l'art, mais ça va de même avec nos artistes musiciens qui sont aujourd'hui dépassés par beaucoup d'artistes. Pourtant, nous, on a été tellement le fleuron de la musique africaine. Aujourd'hui, on ne l'est plus, ou on l'est très peu en tout cas. Hein, mais pourquoi? Parce qu'il manque de soutien de la part des politiques. Et encore une fois, ce n'est pas une histoire propre au Congo. Hein. Beaucoup d'artistes souffrent de ça. Les Américains, par contre, sont très solidaires de leurs artistes. Les artistes américains font des cotes incroyables parce qu'ils sont soutenus par des fondations, des musées, des politiques, et après les collectionneurs qui suivent et qui s'y retrouvent en fait financièrement. Ok.
Merci beaucoup. Une dernière question, elle sera, j'ai remarqué ici en Belgique par exemple qu'il y a beaucoup de galeries qui se focalisent sur l'art africain. Vous pensez que vous, étant Congolais, vous pensez que si on devrait arriver à vraiment à valoriser l'art congolais, vous pensez que ça devrait être un travail qui doit être effectué par les Congolais parce qu'il paraît-il qu'on on raconte mieux son histoire soi-même, ou bien vous pensez que oui, parce que les pays développés, quand ils s'y mettent, ils ont l'excellence et tout, donc c'est quoi votre opinion en fait? Il y a beaucoup plus des galéristes, j'ai vu, les curateurs et tout, qui sont beaucoup plus des étrangers que des Congolais. Donc certainement, vous vous retrouvez 1 sur 10 de Congolais qui est en train de travailler dans l'art, bien que vous faites toute l'Afrique, mais qui aussi prend du temps pour travailler sur l'art congolais, sur l'art primitif congolais. Bien sûr. Mais oui, alors la question de savoir si les Congolais doivent eux-mêmes parler. Ouais. Moi, je pense qu'on est dépassé par ça aujourd'hui. On n'est pas en recherche constante de revendication identitaire. Je pense que l'Africain et le Congolais sait d'où il vient, sait qui il est, et peut parler de son histoire. Maintenant, tout est une question de génération et aussi d'environnement. Aujourd'hui, le Congolais, bon, moi j'ai la chance d'être né Congolais, enfin né zaïrois, être né, d'avoir grandi, donc je connais ma culture, je connais les langues traditionnelles, donc j'ai vécu à l'intérieur, j'ai voyagé, je ne suis peut-être pas le meilleur exemple. Il y a des Congolais aujourd'hui qui sont aujourd'hui nés de parents nés en Europe. Ceux-là n'ont pas les mêmes accès, n'ont peut-être pas le même parcours. Donc, et ceux-là qui sont une recherche de revendication, certains se ressentent presque plus congolais, ils sont peut-être en perte d'identité. C'est un débat qui est beaucoup plus complexe, mais il faudra voir à qui ils visent exactement. Donc, je dirais que oui, pour moi, il serait mieux, effectivement, qu'est-ce qu'il y a de mieux que l'histoire soit racontée par ceux-là même qui savent et qui connaissent leur histoire, ils connaissent leur parcours et qui pourront mieux en parler que quiconque. Vous savez, nous en Afrique, dans certains pays, les pays arabes, ils ont l'écriture, dans certains pays, ils ont l'architecture. Nous, on a la parole, hein, mais la parole, c'est quelque chose qui se perd. Et donc, la représentation, c'est pour ça que c'est très important là, en fait, c'est pour ça que j'essaie de répéter chaque fois quand j'ai des discours envers mes frères congolais, de dire que l'art, en fait, qu'on a repoussé, en fait, est un témoignage terrible, parce que c'est grâce à ça que la mémoire peut revenir. Parce que quand la parole se perd, c'est en ayant les pièces devant nous, les œuvres d'art, qu'on peut se souvenir, ah mais tiens, voilà un siège du royaume Congo. Pourquoi? Ben parce que le royaume Congo, avant, il y avait des tribus qui étaient royales, il y avait des chefs, il y avait des notables, il y avait ceci. Pourquoi, en fait, il y a tel vêtement traditionnel? Pourquoi, en fait, il y a tel siège d'investiture? Ben parce qu'il y a eu ceci, ceci, là. C'est des moyens vraiment physiques de pouvoir entretenir la parole qui se perd. Sans ça, elle se perdrait complètement. Elle s'est déjà beaucoup perdue, d'ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'il y ait une sensibilisation terrible et que les mémoires de l'histoire restent intactes. Mais pour ça, il faut qu'elles se répètent. Et je dois avouer, on ne doit pas nier que aujourd'hui, bon, on a vécu évidemment des guerres, des problèmes au Congo, mais ce ne sont pas des excuses. On a un retard quand même par rapport à la reconnaissance de notre patrimoine. Et on l'a souvent mis au fait en décalage du reste. Et pourtant, c'est par là même que tout doit commencer. C'est vraiment par la culture que les choses doivent se reprendre. Ok. Hein? Merci. Merci.